a appris hier soir que les députés allaient toucher 300 € de plus. C'est une augmentation de 300 € qui a été actée, 300 € par mois pour chaque député pour des dépenses de frais. C'est même plus que l'inflation. Vous allez en faire quoi? D'abord, j'ai annoncé que je le reversais pour moi à Solidarité Paysan. Donc, vous savez que je ne garde pas la totalité de ma rémunération. Et ça, c'est pas pour la rémunération, c'est pour le fonctionnement. Maintenant, que les députés, la démocratie aient besoin d'argent pour fonctionner, c'est une chose. Mais ça peut se concevoir. Moi, ce qui me paraît choquant dans cette décision, qui a été prise par tous les groupes, sauf le groupe La France Insoumise. La France Insoumise s'est abstenue, n'a pas voté pour. Et même a été contre cette décision. Pourquoi c'est choquant? C'est choquant parce qu'on est dans une assemblée qui refuse l'indexation des salaires sur l'inflation, et on va y venir. La première demande des Français, c'est de vivre de son travail, de bien vivre de son travail. Donc, dans cette assemblée où on refuse l'indexation des salaires sur l'inflation, où on va doubler les franchises médicales, où on va augmenter l'électricité de 10%, bon, dans ce cadre-là, les députés se permettent une augmentation pour leur budget à eux. Tout comme le président de la République permet une augmentation sur son budget de fonctionnement à l'Élysée. Ben non, c'est pas normal. S'il y a à se serrer la ceinture, ça doit commencer par les dirigeants, ça doit commencer par montrer l'exemple, ça doit commencer par le haut. Ou voilà. Alors à l'inverse, vous appelez toujours à une indexation des salaires. C'est évident que j'appelle à une indexation des salaires à minima sur l'inflation. L'inflation a pris 5% cette année, ben normalement les salaires doivent pouvoir prendre 5%. De manière à ce que, simplement, les Français vivent de leur travail. Les points de blocage se multiplient partout en France. C'était parti de Haute-Garonne, mais désormais c'est un peu partout, notamment en Bretagne, avec une grande manifestation qui est attendue à Rennes. Il y a des points sur lesquels ça se crispe. Sur l'A7 ce matin, on a vu des vraies tensions, notamment entre les routiers, des routiers étrangers ou dont la cargaison était étrangère, qui a été vidée par les agriculteurs. Est-ce que vous redoutez que ça ne bascule dans une certaine violence ou dans une certaine colère non maîtrisée? Je suis toujours, je dis toujours, je le répète, que pour moi la violence n'est pas la solution, que même ça dessert bien souvent les mouvements plus que ça ne les sert. Maintenant, je suis solidaire de toutes les personnes qui se battent simplement pour une chose, c'est vivre de leur travail. Et là, ce qu'on voit dans le monde paysan, la demande est simplement une demande de pouvoir vivre dignement de son travail. Alors moi, je reviens sur le fond. Hein. Sur le fond, c'est quand même parce que cette crise, c'est pas comme si elle était nouvelle. Emmanuel Macron arrive au pouvoir et il entend. Livre, d'ailleurs, il date de 2018. Exactement, parce qu'il entend à ce moment-là que c'est pas normal, les prix y vont pas. Les paysans sont pas payés comme il faut, sur le lait, sur le porc, sur la volaille, sur à peu près tout. Ils sont pas payés, ne serait-ce que pour pouvoir remplir leur coût de revient. Bon, déjà à l'époque. Et il y a une réponse qui est les États généraux de l'alimentation, avec une loi Egalim qui est plus qu'imparfaite. Elle est imparfaite, vous l'aviez votée, vous estimiez au moment où elle est passée que c'était mieux que rien. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle n'est même pas appliquée. Certains agriculteurs, et notamment les éleveurs laitiers, disent que dans le bras de fer là, des négociations commerciales avec Lactalis, Lactalis leur dit ok, on va vous augmenter d'1%. Les éleveurs laitiers disent on a besoin de minimum 5%. Personne ne vérifie, et dans cette loi Egalim que vous avez votée, il n'y avait pas de contrainte, il n'y avait pas de sanctions. D'accord. Vous savez, je prends toujours ce qui peut être mieux par rapport à rien. Donc à l'Assemblée, j'ai cette démarche constructive. Dit ok, vous nous donnez ça, je vais le prendre. D'accord. C'était un premier pas pour vous la loi Egalim. Mais je n'ai cessé de plaider pendant toute la loi Egalim, avant la loi Egalim, après la loi Egalim, et aujourd'hui encore, pour des prix planchers. Pour des prix planchers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de la loi Egalim, il fallait que le litre de lait soit à 40 centimes d'euros pour que les agriculteurs puissent être payés correctement. Eh bien, il fallait que l'État dise le prix plancher, le minimum à payer, c'est 40 centimes d'euros. Point. Or, je peux vous lire la loi Egalim, si vous voulez, parce que c'est une usine à gaz qui a été construite. À la place de dire prix plancher, on fixe un prix, ça donne ça. Les accords cadres, leur détermination des prix, devront prendre en compte un ou plusieurs indicatifs relatifs au coût pertinent de la production en agriculture ou à l'évolution de ses coûts, et un ou plusieurs indicateurs relatifs au prix des produits agricoles et alimentaires, charge ensuite à un médiateur de modifier ou supprimer les accords cadres. J'avoue que là, vous m'avez donné mal à la tête. Voilà. On rajoute ça aux normes qu'on leur demande usine déjà. à gaz. Donc, c'est pas ça. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'au fond, là, ce que vous avez, c'est une défaillance du marché. Le marché ne marche pas. Le marché, il écrase les paysans. Vous savez, moi, j'ai cette image dans la Révolution française où on a un paysan du tiers-état qui a sur ses épaules un curé. Image d'Épinal. Voilà, qui a sur ses épaules un aristocrate. Aujourd'hui, le paysan, il a sur ses épaules l'industrie agroalimentaire, qui a sur ses épaules la grande distribution. Eh bien, il faut que
là-dedans, l'État, il joue son rôle et qu'il rétablisse de la justice et rétablisse de l'égalité. Prix plancher. À cela s'ajoute la question aussi de l'Europe. Vous appelez à une exception agriculturelle. On va y revenir. Je voudrais d'abord qu'on fasse un tour par le terrain parce que précisément sur ces réponses politiques qui sont attendues, Nicolas Poincaré est sur la 64 en Haute-Garonne au niveau du point de blocage d'origine, là où tout a commencé. Et Nicolas Poincaré, vous avez compris que ils attendent Gabriel Attal. Ils ne lèveront pas le blocage tant que Gabriel Attal n'est pas arrivé et ils savent comment s'y prendre. Hein. Oui, c'est ce que me disent les organisateurs de ce point de blocage ici. Ce qu'ils veulent, c'est le déplacement du Premier ministre sous ce pont pour venir leur annoncer les mesures. Et effectivement, pour faire pression sur Matignon, ils ont un joker dans leur poche qu'ils ont déjà utilisé plusieurs fois. Ils font savoir à Matignon qu'ils sont en contact avec les équipes du Rassemblement national qui leur ont proposé que Jordan Bardella vienne ici. Et jusqu'à présent, ils ont dit à Jordan Bardella non merci, c'est pas le moment. Mais ils disent à Matignon, écoutez, si Gabriel Attal ne vient pas, alors ce sera Jordan Bardella. Vous voyez qu'ils ont un sens politique aigu, ces agriculteurs de Haute-Garonne. Une forme de chantage au RN. Merci Nicolas. François Ruffin, est-ce qu'il y a quand même ce point de bascule? On sait que dans les Pays-Bas, par exemple, avant l'arrivée de Geert Wilders au pouvoir, c'est aussi la colère des paysans qui a fait monter l'extrême droite. Vous savez, moi, je défends les gens, qu'importe le bulletin de vote qu'ils glissent dans l'urne. Jamais j'ai demandé à un ouvrier qu'est-ce qu'il votait avant de le défendre. Vous voyez, donc c'est pour moi le sujet. Il ne faut pas transformer un sujet de fond en un sujet politique, en un sujet politologique. Qu'est-ce que ça va donner aux élections, et ainsi de suite. On est là dans un moment qui est un moment de crise, qui peut être un moment de vérité, qui peut être un moment de bifurcation et un moment où la société française peut choisir. Au fond, l'agriculture française, elle a besoin d'un cap. Et le gouvernement, malgré, je l'ai dit, 6 années maintenant de crise larvée, il ne donne pas de cap. Il tient un double discours. Il dit d'un côté, il faut la montée en gamme, il faut le bien-être animal, il faut sortir des phytos, et de l'autre côté, il faut être compétitif avec les fermes-usines du Brésil, avec les fermes-usines demain d'Ukraine. Eh bien non, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre est-ce qu'on dit que la priorité, c'est de nourrir les Français, de bien nourrir les Français, ou est-ce que l'objectif, c'est d'être compétitif à l'international, sans protection, et à ce moment-là, eh ben, il y a un dumping. Mais comment faire entre les deux? Comment faire sur ce tiraillement, au fond, entre effectivement les normes environnementales et la question des revenus, la question aussi, bien sûr, de la concurrence? Vous avez évoqué à l'instant l'Ukraine. Après le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne, par une forme de solidarité, a décidé d'ouvrir les frontières commerciales avec l'Ukraine, ce qui a eu pour conséquence une arrivée massive, notamment de tout ce qui est céréales ukrainiens, qui ne respectent pas les mêmes normes que nous et qui sont venus évidemment concurrencer le travail des agriculteurs, notamment français. Est-ce qu'il faut refermer cette frontière avec l'Ukraine? Normalement, ça devait être pour du transit. Ça devait être pour aller nourrir notamment l'Afrique du Nord, puisque normalement l'Ukraine, par ses bateaux, va nourrir l'Afrique du Nord. Là, à la place d'être du transit, ça a été déversé sur les marchés européens. Ce n'était pas la fonction de départ de cette solidarité. Enfin, je note que cette solidarité, vous savez... Donc vous appelez à ce que ça soit, ce qu'on y mette fin, à refermer cette frontière? J'appelle à ce que ça soit vraiment du transit et que ça soit pas pour nourrir les marchés européens. Voilà, qui est-ce qui a bénéficié aujourd'hui du poulet ukrainien? Ce sont très clairement l'industrie agroalimentaire française et européenne qui a eu du poulet 2 fois moins cher que le poulet français. Voilà comment ça s'est passé.